Fukushima est une préfecture du Japon située dans le Tohoku. Fukushima signifie littéralement île du bonheur, de la fortune. Sa capitale est la ville de Fukushima. Fukushima est une préfecture du Japon située dans le Tohoku. Fukushima signifie littéralement île du bonheur, de la fortune. Sa capitale est la ville de Fukushima. Fukushima est une préfecture du Japon située dans le Tohoku. Fukushima signifie littéralement île du bonheur, de la fortune. Sa capitale est la ville de Fukushima. Le 11 mars 2011, à 14h46, 23 secondes, la plaque Pacifique a brutalement glissé entre les plaques philippines et eurasiennes, déclenchant un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter, déplaçant l'île du Japon de 2,4 mètres vers l'est, déplaçant l'axe de la Terre de 25 cm et accélérant légèrement sa rotation. Dès les premiers instants du séisme, les 54 centrales nucléaires du pays se sont arrêtées immédiatement. Par insertion automatique des grappes de commande dans le cœur des réacteurs. Tout a merveilleusement fonctionné. 50 minutes plus tard, à 15h36, un tsunami a déferlé sur les côtes de la région du Tohoku. Une vague de 14 mètres a emporté 16 000 personnes. Une vague de 14 mètres a submergé la centrale de Fukushima, la privant de ses sources externes d'électricité et de ses moyens internes de refroidissement. L'énergie nécessaire au refroidissement du cœur des réacteurs était perdue. Les réacteurs ont commencé à surchauffer. Il est 15h36. La région est dévastée. Les routes sont impraticables. Tout est détruit. La centrale de Fukushima est plongée dans le noir. Sur les 6 réacteurs, 3 étaient à l'arrêt à froid pour maintenance. Dans les salles de commande des réacteurs 1, 2 et 3, les écrans de contrôle ne fonctionnent plus. Les travailleurs de la centrale n'ont plus accès aux paramètres. Pression, température, niveau d'eau. La pression dans l'enceinte du bâtiment ne doit pas être trop forte pour ne pas l'abîmer. La température ne doit jamais atteindre les 1200 degrés et le niveau d'eau dans les cuves qui contiennent le combustible ne doit jamais, jamais, jamais baisser. Les systèmes de refroidissement de secours auraient dû se mettre en marche automatiquement. Mais les cuves diesel alimentant les systèmes de refroidissement de secours ont été emportés par le tsunami. Il est 15h36. Les hommes présents dans les salles de commande des réacteurs 1, 2 et 3 ne se sont pas aperçus tout de suite que les systèmes de refroidissement de secours ne s'étaient pas mis en marche, sans aucun instrument de mesure, avec des répliques du séisme constantes et persuadés que les systèmes de refroidissement de secours s'étaient mis en marche automatiquement. Les téléphones portables ne fonctionnent plus. La centrale de Fukushima ne peut plus être jointe que par téléphone fixe. À Tokyo, au siège de TEPCO, Tokyo Electric Power Company, nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais nous savons qu'un accident nucléaire est hautement improbable. Les centrales nucléaires sont sûres, archi sûres. Allô, bonjour. Ici le siège de TEPCO, Tokyo Electric Power Company. Pourriez-vous nous faire un point sur la situation dans la centrale de Fukushima? Vous n'avez plus d'électricité sur les 6 réacteurs? Ah, ouf! Le générateur électrique de secours d'une clim sur les 6 réacteurs? Ça va pas être suffisant. Bon, tenez-nous au courant. À 19h, nous déclarons une zone d'exclusion de 3 km autour de la centrale. Il est 21h. Un rondier décide dans la plus grande improvisation, avec une lampe de poche, de partir à la recherche de batteries afin d'aller rechercher les mesures du cœur du réacteur. Il visite les bâtiments administratifs détruits à la recherche de plans de câblage.
À l'extérieur, les plaques d'égout et de caniveau ont été emportées par le tsunami, laissant des trous béants dans le sol. Les rondiers ont l'idée d'emmener et d'enlever les batteries des voitures à l'extérieur du parking et d'en brancher 6 en série afin de récupérer les mesures du cœur du réacteur numéro 1. Les mesures retrouvées indiquent que le niveau d'eau a baissé et que le combustible est exposé à l'air. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit jamais, jamais, jamais arriver. Le niveau d'eau doit toujours être de 4 mètres au-dessus des barres de combustible. Non refroidi, le combustible se met à chauffer. Il oxyde les gaines de zirconium qui l'entourent, qui se mettent à chauffer puis à fondre, accélérant la réaction en chaîne, aboutissant à la formation d'hydrogène hautement explosif. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit jamais, jamais, jamais arriver. Ces mesures sont impossibles. Un rondier décide d'entrer dans le bâtiment réacteur afin de se rendre compte de ce qui se passe. Mais le niveau de radioactivité devant la porte est déjà beaucoup trop élevé. Impossible de rentrer. Bonjour, ici la centrale de Fukushima. On a un problème sur le réacteur numéro 1. Les mesures indiquent que le niveau d'eau a baissé et que le combustible est exposé à l'air. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit jamais, jamais, jamais arriver. Vous devez absolument injecter de l'eau tout de suite. Mais comment injecter de l'eau? Plus rien ne marche, on n'a plus d'électricité. Vous avez besoin d'électricité pour faire fonctionner une centrale électrique, c'est débile à la base, non? Pardon, excusez-moi, je panique. Regardez le manuel. Que dit le plan d'urgence? Ben rien. Un cas pareil n'a jamais été envisagé. Rien n'est prévu en cas de perte d'alimentation électrique et du système de refroidissement. Et vous nous aviez pas dit qu'on avait plus de chances de gagner 10 fois de suite au loto que de faire face à une telle situation? Vous nous l'avez bien dit, ça. Nous, on avait dit ça? Appuyez sur le bouton Mais off. quel bouton off? Vous savez bien qu'une fois la fusion arrêtée, on faut refroidir tout le temps. Combien de temps? Mais tout le temps, c'est le principe, pendant des années. 20 ans minimum. Connectez le circuit incendie au circuit d'aspersion du cœur. Les canalisations ont été détruites par le tsunami. Les camions de pompiers. Nous vous avons offert 3 camions de pompiers. 2 ont été détruits par le tsunami, il reste un camion de pompier. Mais excusez-moi, un camion de pompier n'est pas fait pour asperger le cœur d'un réacteur, c'est pas prévu dans le plan d'urgence, ça. Évidemment que ce n'était pas prévu dans le plan d'urgence puisque ce n'était pas prévu. Envoyez Et le les camion de pompiers ne pompiers. sont pas faits pour intervenir dans un bâtiment réacteur. Envoyez des employés de TEPCO. Les employés de TEPCO ne sont pas formés ni pour manœuvrer, ni pour conduire un camion de pompier. Demandez aux sous-traitants. Mais le travail sous rayonnement n'est pas prévu dans leur contrat. Parce qu'ils ont des contrats maintenant, les sous-traitants. Si nous employons des sous-traitants, c'est bien pour qu'il n'y ait pas de lien entre eux et nous et qu'ils soient moins regardants sur les conditions de travail. Demandez aux sous-traitants et ne leur donnez pas de dosimètre. À 4 h du matin, les problèmes de contrat et de logistique sont résolus. On injecte enfin de l'eau dans le cœur du réacteur numéro 1. Mais c'est déjà beaucoup trop tard. Cela fait maintenant 10 heures que le cœur du réacteur numéro 1 n'est plus refroidi. Évacuez la zone des 10 km. Tout le monde dort, personne n'entend. À 8 h du matin, l'exode massif commence. 50 000 personnes sont concernées. À 15 h 26, toute l'eau douce disponible sur le site est épuisée. Le directeur de la centrale, Masao Yoshida, demande aux travailleurs de se préparer à injecter de l'eau de mer. La direction de TEPCO refuse. Injecter de l'eau de mer dans le cœur d'un réacteur nucléaire, cela le détruirait irrémédiablement. Vous savez combien ça coûte un réacteur nucléaire? Mais le directeur de la centrale, paix à son âme, décide de passer outre l'interdiction de TEPCO et ordonne d'injecter de l'eau de mer immédiatement. Malheureusement,
10 minutes plus tard, le combustible et le zirconium ont achevé leur réaction en chaîne dans le cœur du réacteur numéro 1. Une forte explosion d'hydrogène se produit. Le bruit a été faible, faible comme un écho. C'est la première fois que j'entendais le bruit que fait une centrale qui explose. Je ne l'oublierai jamais. Les populations des villes et des villages de Fukushima étaient encore là. Tout le monde avait cessé de travailler, personne ne parlait. Et dans ce silence, les cendres de Fukushima et Daiichi ont commencé à tomber. Des flocons. Certains pas plus gros qu'une pièce de monnaie, d'autres avaient la taille d'une paume de main. En les regardant tomber, j'étais terrorisé. Une chute incroyablement silencieuse. Il ne s'agissait pas de cendre noire, elle était blanche. J'ai pressenti que cette cendre était mortelle. Allô, bonjour. Ici le siège de TEPCO. Je voudrais parler à l'autorité de sûreté nucléaire. C'est pour déclarer un incident sur un de nos réacteurs de Fukushima Daiichi. Je ne quitte pas. Échelle internationale de mesure des événements radiologiques et nucléaires. Inès, à votre écoute. Bonjour. J'appelle pour déclarer un incident. Oui, bien sûr, nous avons plusieurs niveaux à vous proposer. Niveau 0, aucune importance pour la sûreté. Je ne sais pas à quoi il sert celui-là. Niveau 1, anomalie. Niveau 2, incident. Vous avez combien de niveaux? 7. Ne me demandez pas pourquoi 7, je n'en sais rien. J'imagine que 8 étant l'infini, c'était peut-être un peu trop anxiogène pour de l'énergie nucléaire. Niveau 3, incident grave. Toujours pas? Oh, on va bien finir par y arriver. Niveau 4, accident avec des conséquences locales. Niveau 4, on n'a pas souvent des comme ça, vous êtes seulement notre deuxième. Bon, bonne fin de journée. Tenez-nous au courant. À 18h25, nous proposons l'évacuation de la zone des 20 km. Évacuer la zone des 20 km. Cette évacuation n'étant pas obligatoire, elle n'ouvre droit à aucune indemnité. Si vous ne souhaitez pas évacuer, nous vous demandons de rester confinés dans les maisons. Tout va bien. On gère. De l'eau de mer est injectée dans le cœur du réacteur numéro 1. Cette eau devient immédiatement hautement radioactive. Elle pénètre dans le bâtiment, s'infiltre par toutes les brèches, va rejoindre l'eau de la nappe phréatique et du tsunami avant de s'écouler dans l'océan. Tout va bien, on gère. Continuez à vivre normalement. Seulement, ne sortez pas. Fiche bricolage numéro 1. Comment injecter de l'eau de mer dans un réacteur nucléaire qui n'a pas été étudié pour, à l'aide de camions-pompiers qui n'ont pas été conçus pour, à l'aide d'ouvriers qui n'ont pas non plus été formés pour. Premièrement, trouvez des batteries de voitures et branchez-les en série dans la salle de commande aux soupapes qui permettent de dépressuriser le réacteur afin que celui-ci n'explose pas lorsque vous injecterez de l'eau. Deuxièmement, trouvez de l'eau de mer. Troisièmement, pompez l'eau de mer. Au début, nous avons essayé de pomper l'eau de mer à partir du quai de la centrale à l'aide d'un camion de pompiers. Mais la pression des pompes à incendie était trop faible par rapport à la hauteur du quai d'environ 20 mètres. Petite astuce. Faites venir 4 camions de pompiers des centrales avoisinantes à travers les routes dévastées par le tsunami et branchez-les en série
afin d'obtenir une pression suffisante pour pomper l'eau de mer à partir d'un quai trop haut. Deuxième astuce. Pensez à prévoir de l'essence en quantité suffisante. Car les camions de pompiers ont tendance à tomber en panne d'essence et ça, on aurait mieux fait de penser avant. Petit piège. Prenez garde aux explosions dont les gravats pourraient endommager les câbles et réduire à néant tout votre joli circuit d'injection d'eau. Voilà. Vous avez aspergé le cœur d'un réacteur nucléaire à l'aide d'un camion de pompiers. La semaine prochaine, nous vous expliquerons comment colmater un réservoir qui fuit à l'aide d'un chewing-gum mâchouillé. Des centaines d'hommes se succèdent nuit et jour pour essayer de refroidir 3 réacteurs nucléaires, avec les moyens du bord, en essayant d'ouvrir des vannes pneumatiques manuellement, en essayant de faire rentrer des trucs ronds dans des trous carrés, en essayant de contacter aux heures d'ouverture des sociétés qui ont fabriqué ces vannes qu'on ne peut plus ouvrir sans électricité. Tout ça dans un bruit assourdissant qui souffle des soupapes, sans éclairage, dans un environnement hautement irradié et dans une chaleur si forte qu'elle fait fondre les bottes. Le 14 mars, à 11h, le combustible et le zirconium ont achevé leur réaction en chaîne dans le cœur du réacteur numéro 3, faisant exploser l'enceinte du bâtiment, blessant 6 travailleurs, endommageant l'enceinte du réacteur numéro 2 et la piscine qui contient le combustible usé du réacteur numéro 4 qui, elle aussi, commence à surchauffer. Les réacteurs sont devenus incontrôlables. Ils retournent à l'état sauvage. Non domestiquée, la radioactivité retrouve son état naturel. Elle irradie. Elle s'éclate. Le jeu du téléphone arabe fait que les informations partant de la centrale arrivent déformées au centre de secours et encore plus déformées au bureau du Premier ministre. QG, est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est terrible, on a un problème. On a eu un problème sur le réacteur numéro 3. Ok, il est 11h, je vais faire un rapport d'urgence, quelle est la situation? Est-ce que c'est la même explosion que sur le réacteur numéro 1? Je sais pas, je n'ai pas de vision globale, c'est assez difficile à dire du centre de contrôle. Mais c'est clairement différent d'un simple tremblement de terre. À partir de maintenant, il faut évacuer tout le monde du site. Ok. Évacuez les employés du site! Évacuez les employés du site! Regardez les paramètres du réacteur numéro 3. Prévenez le cabinet du Premier ministre et l'autorité de sûreté nucléaire, Inès, il faut les contacter. Il faut faire très vite. Nous devons absolument injecter de l'eau. Dès que la ligne d'éventage est prête pour relâcher la pression. Où en est la situation? Bah, nous y travaillons. Quoi? Bah, c'est pas terminé, attendez un peu. Comment ça? Attends, il n'y a pas seulement un patch. Il faut absolument mettre tout le reste de côté. Donc, si j'ai bien compris, nous devons mettre en place la ligne d'éventage. C'est bien ça? C'est ce qu'on va faire? Oui, je suis désolée, je n'ai pas le temps d'expliquer. Masao Yoshida, est-ce qu'on peut s'en tenir à cette feuille de route? Est-ce qu'on peut transmettre au gouvernement? Oui, je suis désolée, je n'ai pas le temps d'expliquer. Pourriez-vous transmettre au gouvernement? Pourriez-vous transmettre au gouvernement et le faire? Moshi? Aïe. Allô? Je pense que nous devons maintenant parler des règles d'évacuation. Il faut savoir si les employés peuvent vraiment rester dans la centrale. La situation pourrait réellement tourner à la catastrophe. Je pense qu'il faut vraiment maintenant que Qatar prenne une décision.
Compris. Je pense que nous devons suivre la procédure standard. Vérifions que nous sommes sur la même page en prenant l'heure à laquelle le réacteur 2 a été exposé. 18h22, c'est bien ça? Oh, c'est bien ça, l'heure est correcte? Oui, c'est ça. Le cœur va fondre et endommager l'enceinte du réacteur dans 2 heures, c'est bien ça? Ouais. Que dit la procédure d'urgence sur l'évacuation lorsque le cœur est endommagé? Je ne m'en souviens pas. Ah, il faut résoudre ça maintenant. Trouvez-la et envoyez-la par email. J'ai décidé d'évacuer à la 4e explosion. À la 3e, j'avais pressenti que l'ensemble des réacteurs de la centrale allaient exploser les uns derrière les autres. Une peur sournoise m'a pris au ventre. Nous n'avions aucune explication, ou alors contradictoire. Nous n'avions pas le droit de prendre nos véhicules privés, il fallait évacuer en bus. On nous avait dit de prendre le strict nécessaire, mais personne ne nous avait prévenu que cette évacuation ne serait pas temporaire. Ils ont évacué les hôpitaux, les vieux, en bus. On a été déplacés plusieurs fois d'un point à un autre dans la préfecture de Fukushima. Parfois même, on nous a emmenés dans des lieux plus radioactifs qu'à notre point de départ. Personne ne savait ce qui se passait. Je me suis réfugié dans ma famille, loin de la préfecture de Fukushima. Nous essayons d'arroser une passoire à l'aide d'un brumisateur. TEPCO envisage d'abandonner la centrale nucléaire. Le Japon serait immédiatement rayé de la carte. Le Premier ministre Naoto Kan informe TEPCO que le retrait n'est pas une option. L'explosion des bâtiments a engendré le rejet de radionucléides dans l'atmosphère, mais les données météorologiques sur la dispersion radioactive autour de Fukushima n'ont pas été rendues publiques, afin de ne pas affoler les populations. Le 16 mars, au lendemain du passage de la radioactivité sur Tokyo et sur le Japon, nous décidons la distribution de pastilles d'iode qui permettent au césium radioactif de ne pas se fixer dans le corps. Mais cela n'est efficace qu'avant le passage de la radioactivité. Nous essayons d'éviter la panique à l'aide de petits dessins animés qui expliquent la situation de façon rassurante. Nous acceptons l'aide internationale. Le directeur de l'autorité de sûreté nucléaire française exige que l'accident soit réévalué. Allô? Inès? Bonjour. Je crois qu'on est plutôt en train de se diriger vers un 5. Accident avec risque hors site. Oui, ou un 6. Accident grave avec rejet important. 7? Non, pas 7. 7, c'est Tchernobyl. On n'en est pas là. Le directeur de la centrale, Masao Yoshida, décide de faire évacuer tous les travailleurs du site, sauf une 50aine de personnes jugées indispensables. Les interventions humaines sont presque impossibles en raison des radiations. Personne ne peut approcher des réacteurs endommagés. Des camions de pompiers et des camions anti-émeutes, normalement utilisés pour disperser les manifestants, sont appelés en renfort. On essaye d'utiliser des hélicoptères de l'armée, mais l'eau est dispersée par le vent, elle ruisselle le long des bâtiments et n'atteint jamais le cœur. La radioactivité se fout complètement des efforts déployés pour essayer de la contenir. Il faudra plus d'1 mois pour retrouver une température à peu près maîtrisable. Au bout d'1 mois, nous décidons d'appeler Inès afin de classer la catastrophe de niveau 7. Catastrophe nucléaire majeure avec formation de 3 coriums. Le 21 avril 2011, nous décidons la création d'une zone rouge.
km autour de Fukushima, une zone rouge est déclarée. Zone dans laquelle il est désormais totalement interdit de pénétrer et où il sera assez difficile de revenir pendant assez longtemps. La formule est jolie. Merci. C'est un euphémisme, je trouve ça plus élégant. Une personne par famille est autorisée pendant 2 heures à venir récupérer des affaires. Sont concernés les villes et villages de Okuma, Tomioka, Namie, Minamisoma, Futaba, Iitate. Non, pas Iitate. Iitate est un des plus beaux villages du Japon. Sumimasen, je suis désolée. Dans les zones encore habitables de la préfecture de Fukushima, dans les zones dites orange et vertes, nous vous recommandons d'avoir toujours un dosimètre sur vous. Vous êtes responsable de vos doses. Les nouvelles normes acceptables sont de 20 millisieverts par an pour les populations locales, 3000 becquerels par kilo pour les produits frais, 100 becquerels pour le lait infantile. 20 millisieverts. Mais c'est les normes acceptables pour les travailleurs du nucléaire, ça. La norme pour les populations mondiales est de 1 millisieverts par an. Sumimasen, je suis désolée. Avant l'accident, 100 becquerels était considéré comme un déchet nucléaire devant être stocké et retraité. À l'état naturel, le plutonium et le césium n'existent pas. La norme devrait être de 0 becquerel pour le lait infantile. Sumimasen, je suis désolée. La norme a été augmentée. TEPCO a rédigé un communiqué. Nous nous excusons sincèrement d'avoir été à l'origine. Nous nous excusons sincèrement d'avoir été à l'origine de ce grave accident et d'avoir généré des problèmes à la fois physiquement et mentalement pour des populations qui avaient déjà été frappées par une catastrophe naturelle. Faut avouer. Nous nous excusons d'avoir causé du souci aux populations. Du souci? Cette terre est devenue inhabitable. 160 000 personnes ont perdu leur maison, leurs racines, leur passé. Elles ont perdu leurs espoirs, leurs rêves, leur futur. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis un paysan et j'habite la zone rouge de Fukushima. Vous êtes un délinquant. Vous habitez illégalement la zone rouge de Fukushima. Je pourrais vous faire arrêter. Pourquoi êtes-vous revenu? La vie de réfugié est absurde. Les irradiés sont des pestiférés, personne ne veut s'approcher d'eux. Les véhicules immatriculés Fukushima se font insulter. Les jeunes ne peuvent plus se marier qu'entre eux. Cette population est devenue une population de parias, de paysans, de pêcheurs. Vous en avez fait des chômeurs. Une vie provisoire en préfabriqué. C'est pour ça que je suis revenu. C'est ma terre. Et bien que contaminée, je continue de l'aimer. Je ne la laisserai pas dans les mains froides de TEPCO. C'est ma façon à moi de combattre, pour ne jamais oublier. Ni mon chagrin, ni ma rancune. Je ne déserterai pas. En restant, vous perdez droit à une quelconque indemnité. Mais vos indemnités sont ridicules. 8 000 € par foyer. Personne ne peut reconstruire une vie ailleurs. Vous indemnisez des maisons vieilles de 100 ans et des terres inestimables au prix du marché. Le prix du marché a énormément baissé dans la préfecture de Fukushima. Les maisons ne valent plus rien. Si vous voulez, vous pouvez remplir un dossier de contestation. Ça va prendre du temps. J'espère que vous ne mourrez pas avant. Et de toute façon, je doute que vous touchiez quoi que ce soit. Vous êtes un mauvais citoyen. Vous n'obéissez pas au gouvernement. Méfiez-vous. Des voitures de police patrouillent dans la zone. Ce sont des trompe-l'œil. C'est vrai.
Nous n'avons pas assez d'hommes qui acceptent de travailler dans la zone rouge. Et nous avons besoin d'eux pour la dépollution. Nous avons même dû engager des SDF. Des milliers de kilomètres carrés à retourner. Et une fois fait, l'eau coule de la montagne, ravine la radioactivité. Et tout est à recommencer. Et les animaux? Nous n'avons pas eu le droit d'évacuer nos animaux. Ils sont morts de faim, de soif. Les étables sont devenues des charniers. Qu'avez-vous prévu pour l'âme de ces animaux morts qui viendront hanter cette terre jusqu'à la fin des temps? L'âme des animaux morts. L'âme des animaux morts, est-ce que nous avons quelque chose pour l'âme des animaux morts? Je regarde un plan d'urgence. Je ne sais pas si je dois chercher à âme ou à animaux. Âme. Âme, j'ai quelque chose. Âme des réacteurs, appelée aussi cœur du réacteur. La perte de l'électricité a engendré la perte du cœur des réacteurs qui ont fondu et se sont transformés en corium. Qu'est-ce que c'est? C'est la matière la plus dangereuse de l'univers. Une matière qui n'existe qu'en cas de catastrophe nucléaire majeure. Pourquoi ça s'appelle corium? C'est un néologisme. C'est l'industrie nucléaire qui l'a inventé. Ça vient du mot cœur, avec le suffixe ium. Ça fait scientifique. Corium, c'est du cœur fondu. C'est tout bête. Le corium est une lave extrêmement dense, chaude, hautement radioactive, qui peut faire fondre tout ce qui se trouve sous lui. Nous n'avons pas un corium, mais 3 coriums qui percent le cœur actuellement sous les 3 réacteurs. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne peut pas s'approcher. Quiconque s'approcherait serait mort en quelques secondes. Il faudra des dizaines d'années pour que la chaleur du corium diminue. Actuellement, il doit être entre 2500 et 3000 degrés. La lave, pour vous donner un ordre d'idée, est autour de 1000 degrés. La lave refroidit à l'air. Le corium, non. Mais ne vous inquiétez pas, nous l'arrosons. La seule chose qui peut faire refroidir le corium est l'eau. Cette eau devient immédiatement hautement radioactive. La seule chose qui soit plus forte que votre radioactivité est un élément qui ne vous doit rien. La chose la plus pure et la plus simple de l'univers, l'eau. Et cette eau, vous la souillez. Tous les jours que Dieu fait, nous ne devons pas injecter de l'eau pour refroidir les réacteurs. Puisque plus rien ne fonctionne, qu'on ne peut pas réparer, qu'on ne peut pas s'approcher, 350 mètres cubes d'eau sont envoyés dans les cubes tous les jours pour maintenir la température entre 30 et 50 degrés. Le jour du tsunami, l'eau a envahi l'usine. Cette eau très radioactive est toujours sous l'usine. L'eau de la nappe phréatique, elle, remonte à cause des brèches. 400 mètres cubes d'eau remontent tous les jours. Cela fait donc 750 mètres cubes d'eau à pomper par jour. Votre haute technologie n'est qu'une histoire de piscines qui se remplissent et qui se vident. Une histoire de pompe, de Shadok. Le déséquilibre entre l'eau extraite et l'eau réinjectée impose d'entreposer tous les jours 400 mètres cubes d'eau contaminée. Nous en sommes actuellement à 600 000 tonnes. Nous essayons de traiter cette eau pour en éliminer le césium et avoir l'autorisation de la rejeter dans la mer, mais notre ligne de décontamination ne fonctionne pas. C'est Areva qui l'a construite. Le problème, c'est que la radioactivité dévore tout ce dans quoi nous la mettons. Pour vous donner un exemple, pour vous montrer que je ne vous cache rien, nous disposons actuellement de 300 réservoirs horizontaux à assemblage par bride, 300 réservoirs verticaux soudés, plus de 200 réservoirs cubiques soudés, 7 réservoirs enterrés... Et 2 seaux. Pardon? Oui, 2 seaux. J'ai 2 seaux, si vous voulez, je peux vous les pâter. Je suis désolée, je ne suis pas formée pour comprendre et apprécier votre humour. Vous savez démanteler une centrale nucléaire, vous? Non. Eh ben nous non plus. Quand on les a construites, on pensait qu'aujourd'hui nous saurions. Nous nous étions toujours dit que les centrales nucléaires ne devraient jamais durer plus de 40 ans. Car au bout de 40 ans, elles sont tellement rongées de radioactivité qu'elles deviennent impossibles à entretenir.
Le réacteur numéro 1 de Fukushima Daiichi allait fêter ses 40 ans. Quelle ironie. Nous devons construire de nouveaux réservoirs sur le site tous les jours. Le problème de ces réservoirs, ce sont les fuites. Joints dégradés, boulons fous, corrosion. Les boulons fous? Oui, les boulons deviennent fous au contact de l'eau radioactive. Les boulons fous sont un vrai problème dans la gestion de l'eau contaminée. Mais vous avez pensé déjà à utiliser des réservoirs en papier crépon, ce dont on fait les éventails et les lampions? Non. Par contre, nous avons essayé de construire un mur géant afin de geler le sous-sol de la centrale et que l'eau ne s'écoule plus dans la mer. Le problème, c'est que ça coûte une blinde en électricité à un frigo souterrain géant. Et surtout, ça fonctionne pas. Et qui va payer? Pas moi, pas la direction de TEPCO, pas les membres du gouvernement, vous. TEPCO a été nationalisé. TEPCO obéit à la loi du capitalisme. Les bénéfices sont privés, mais les pertes doivent être assumées par la collectivité. Nous allons augmenter le prix de l'électricité. Le gouvernement a voté une subvention ainsi qu'un prêt. Ça va coûter des milliards. Mais ce n'est qu'une estimation. On n'en sait rien. Vous verrez bien. Et personne ne sera condamné. Non! Non, personne. Nous avons considéré que la responsabilité n'était pas particulière, que c'était une question de mentalité, de soumission, de protection des puissants. Condamner des personnes particulières n'aurait rien changé. Et puis nous avons estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes pour conclure qu'ils auraient pu prévoir ou éviter. Ah bon? Mais pourtant, un rapport vous avez prévenu que la centrale ne supporterait pas une vague de plus de 10 mètres. Nous avons enterré ce rapport. Nous estimions qu'une vague de plus de 10 mètres était irréaliste. Les risques ont été minimisés dans l'intérêt de l'industrie. Reconnaître des risques implique des mesures de sécurité. Tout ça coûte cher. Et puis, je ne peux pas tout prévoir. Tenez par exemple. Ça va vous paraître idiot. Vous allez rire. Ouais, je ne crois pas, non. Dans les années 90, nous avons installé des générateurs électriques de secours sur une colline à l'abri d'un éventuel tsunami. Oui, et que s'est-il passé? Non, je vous dis pas, vous allez encore vous moquer. Non, je vous promets, je vais faire un effort. Les interrupteurs, on les a laissés en bas, en zone inondable, et on n'a pas eu accès. Vous plaisantez. Ah, vous voyez, vous vous moquez. Non, non, je vous assure, ça n'est vraiment pas drôle. Nous avons fait de notre mieux dans une telle situation. Et puis, sans le Premier ministre Naoto Kan, sans le directeur de la centrale Masao Yoshida, paix à son âme, ainsi que tous les travailleurs présents sur le site, ça aurait pu être bien pire. Pourquoi paix à son âme? Masao Yoshida est mort après avoir lutté nuit et jour pendant 5 mois pour récupérer la maîtrise de la centrale. Cancer de l'œsophage, fulgurant. Mais ça ne peut pas être à cause de la radioactivité. Il faut 5 ans à ce cancer pour se déclarer, donc ça ne peut pas être nous. Et puis, Masao Yoshida, comme tous les travailleurs de la centrale, avait une clause sur son contrat qui dégageait TEPCO de toute responsabilité en cas de maladie. Les travailleurs sont responsables de leur dose. Vous êtes des criminels. La radioactivité n'a tué personne à Fukushima. Oui, mais l'arrivée de césium a tué toute possibilité de vivre dans un monde normal. Jusqu'ici, manger des fruits, boire de l'eau, c'était bon. Prendre un bon bol d'air frais en forêt en y ramassant des champignons, c'était bon. Toucher la neige, nager dans la mer, y pêcher des poissons, c'était bon. Ramasser les légumes dans le jardin, cultiver la terre. J'espère que vous ne faites pas ça. Les végétaux stockent le césium radioactif. Ne touchez pas aux fruits, aux légumes, au lait, à la viande, aux céréales, au miel. Ne buvez pas l'eau. Dans les villes et villages, il faudra élaguer les arbres, arracher les fleurs et les buissons, remplacer le sable du jardin des enfants, les empêcher de jouer dehors, arracher la mousse des arbres, collecter les aiguilles de pin, les feuilles mortes. Il faudra
élaguer les arbres, arracher les fleurs et les buissons, remplacer le sable du jardin des enfants, les empêcher de jouer dehors, arracher la mousse des arbres, collecter les aiguilles de pin, les feuilles mortes, élaguer les arbres, arracher les fleurs et les buissons, remplacer le sable du jardin des enfants, les empêcher de jouer dehors, arracher la mousse des arbres, collecter les aiguilles de pin et les feuilles mortes. Il faudra élaguer les arbres, arracher les fleurs et les buissons, remplacer le sable du jardin des enfants, les empêcher de jouer dehors, arracher la mousse des arbres, collecter les aiguilles de pin et les feuilles mortes. C'est ça votre dépollution? Vous déplacez la radioactivité d'un point A à un point B en espérant qu'elle se dilue en route. En Finlande, ils ont trouvé une bonne idée. Ils ont appelé ça onkalo, la cachette. La cachette? Oui, la cachette. Ils enfouissent les déchets nucléaires très profonds dans la terre pendant 100 ans. Ils bouchent avec du béton et ils scellent à jamais. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas s'ils doivent mettre un mot sur la porte, ne pas entrer, ou pas de mot, afin que personne ne repère l'entrée, un mot qui sera encore compréhensible dans 100 000 ans. Mais nous ne sommes pas encore à des discussions linguistiques à Fukushima. Pour l'instant, on entrepose dans les jardins, dans les communes pauvres. Parfois, on jette dans la rivière, on oublie ou on stocke. La radioactivité est invisible. C'est le crime parfait. Nous mettons tout en œuvre pour reprendre en main le site. Nous sommes en bonne voie. L'idéal serait que l'on nous autorise à rejeter les réservoirs pleins dans le Pacifique. Cela permettrait de diluer la radioactivité, de la partager avec le monde entier. Cela la rendrait moins concentrée, donc inoffensive. Plus ou moins. Rien ne justifie qu'une société utilise des moyens qui mettent en péril les générations futures. Vous êtes des irresponsables. Vous avez détruit un beau pays par appât du gain. Et vous vous êtes déchargé de cette responsabilité. Maintenant, c'est nous qui payons. Ah, merci. Vous nous avez tous donné du travail. Mais maintenant, c'est nous qui sommes responsables de votre radioactivité qui est si dangereuse. La radioactivité n'est pas dangereuse. La peur de la radioactivité, si. Actuellement, les gens meurent de maladies de cœur, de diabète, ils se suicident par désespoir. Détendez-vous. À cause de vous, nous ne vivrons plus jamais dans le même monde. Des gens qui vivaient paisiblement ici ont basculé dans une vie terriblement misérable. Nos vieux voudraient mourir là où ils sont nés. Nos jeunes sont partis. Vous avez détruit notre passé, notre futur et notre humanité. Qui êtes-vous? Vous qui parlez. Vous vous étonnez de la façon dont l'énergie nucléaire était fabriquée. Mais ces centrales étaient autour de vous. De l'électricité sortait de vos murs, de vos maisons. Pourquoi ne pas vous être inquiété de savoir d'où elle venait? Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment les choses dont vous jouissez, que vous consommez, existent? Elles n'apparaissent pas toutes faites. Des hommes vivaient, travaillaient au contact de cette énergie dans des conditions misérables, auprès de cette matière aussi immaîtrisable que le soleil. Pourquoi ne pas vous être inquiété à ce moment-là? Pourquoi vous en inquiétez seulement le jour où cela vous touche? Ne faites pas comme si vous n'appartenez pas aussi à cette humanité qui se réjouit de profiter des bienfaits de l'électricité sans savoir d'où elle vient, ni qui elle a déjà tué. Vous nous juriez que cette électricité n'était pas dangereuse, qu'elle n'était pas chère, qu'elle était propre, sûre. Il ne fallait pas nous croire. Désolé pour l'image un peu sombre et pas très optimiste, mais oui, je crois que le plus important, c'est de faire comprendre aux gens que les habitants du village d'Iitate et ceux de la région de Fukushima s'efforcent de survivre.
Est-ce qu'on veut laisser une terre souillée et inhabitable, ou un environnement viable pour les générations futures? Je pense en particulier à la France. Je pense souvent aux Français qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, exploitent très largement le nucléaire. J'aimerais que vous y réfléchissiez. Voilà tout. J'ai pas trouvé l'angle encore pour que ce soit pas trop sordide. Ouais, j'ai pas trouvé l'angle encore. Pas vraiment, non. Les blancs pruniers sauvages, les pommiers rouges comme le sang, le vert dévorant du rivage, ont nourri mon âme d'enfant. Ô cerisiers en fleurs, hirondelles qui fendaient le ciel, mois d'avril qui troublait mon cœur, de ta fièvre mêlée de miel. J'ai vécu sans le savoir, plus riche qu'un roi. J'ai connu 102 printemps à Fukushima. Il y en eut de très doux, il y en eut de violents. Printemps amers, souvenez-vous, printemps frileux de temps en temps. Il y en eut de terribles, brume de l'aube, de la haine, midi qu'on croyait invincible, sur la cime du mont Ryozen. Me voici, me voyez-vous, plus riche qu'un roi. J'ai vécu 102 printemps à Fukushima. Ô jeunesse du monde, sous ton soleil radieux, le silence irradié nous gronde, qu'il est temps de se dire adieu, adieu, beau prunier sauvage, cerisier fané maintenant, sur la boue verte du rivage, rendez-vous dans 2000 ans. Aux enfants toujours on raconte les hirondelles qui reviennent, avec au cœur beaucoup de honte. Je m'en vais sur le mont Ryozen. À quoi bon avoir été plus riche qu'un roi, s'il n'y a plus de printemps? Ah.